Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Ben oui, c'est l'heure maintenant de notre chronique insolite. Juste avant de passer à Christian, juste pour répondre à l'appel là, d'André qui se posait la question, qu'est-ce qui arrive avec les faux sites? On a vérifié, pas les faux sites, dis-je bien, les faux profils. Et ce que vient de nous dire Mélanie Trudel là, de Go See You, c'est que après 30 jours là, d'inactivité, là, si le profil est inactif, ils vont envoyer un courriel pour dire est-ce que vous êtes toujours intéressé, etc., etc. Puis après 90 jours, s'il n'y a pas d'activité, ils effacent carrément le profil. Parce qu'on peut penser que s'il est inactif, ça pourrait être effectivement un faux profil. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, on va commencer. Écoute, c'est très varié ce que tu nous proposes comme toujours. Allons-y, si tu veux, avec les bactéries extraterrestres. Bon. Hein? Est-ce que tu es surpris que j'aille... C'est parce que tu me donnes une panoplie de choix. Oui, et moi, effectivement, j'essaie de faire ça varier. Moi, c'est une véritable brochette d'actualité insolite. Oui. Et ta curiosité n'a aucune frontière. Absolument pas. Et ici, on nous amène en Inde. En fait, il s'agit de l'Organisation de recherche spatiale indienne et qui a fait savoir il y a quelques jours, parce que, bon, ces gens-là, on sait qu'il y a énormément de recherches qui est menée un peu partout à travers le monde dans cette quête de trouver de la vie extraterrestre. On en parle presque chaque semaine à ce micro. Et là, voilà qu'il y a des scientifiques qui ont annoncé cette semaine qu'ils avaient peut-être trouvé 3 types de bactéries qui n'existent pas sur Terre. Et pour ça, ils n'ont pas eu besoin de se déplacer très, très loin. Ils ont simplement utilisé des ballons stratosphériques qui se sont retrouvés en très, très haute altitude pour prendre des échantillons. Et à travers ces échantillons, ils ont trouvé effectivement 3 espèces de micro-organismes biologiques qui, visiblement, pourraient être d'origine extraterrestre. Il faut savoir que chaque semaine, en fait, chaque année, on reçoit on reçoit presque 40 tonnes de poussière spatiale. Donc, 40 000 tonnes. 40 000 pardon, tonnes. oui, 40 000 tonnes de poussière spatiale, donc qui Mm-hmm. entrent dans l'atmosphère. On parle ici de très petites pierres, parfois, des micros de météorites, qui, bien sûr, sont détruites en traversant l'atmosphère terrestre. Or, ces ballons stratosphériques ont capté un échantillonnage, donc d'air, de gaz et de poussière. Et dans ces poussières, ils ont trouvé effectivement 3 micro-organismes qui n'existent pas sur Terre. Alors, les chercheurs spéculent que ces micro-organismes pourraient avoir été transportés à travers cette poussière spatiale et ainsi être entrés dans notre atmosphère. Comme la plupart du temps, ces micrométéorites sont détruites dans la haute atmosphère, évidemment, elles ne touchent jamais le sol. Donc, il n'y a pas contamination avec la biosphère terrestre, avec ces micro-organismes. Mais comme ils n'existent pas sur Terre, bien évidemment, on spécule, on se dit peut-être qu'ils sont d'origine, entre guillemets, extraterrestre. Et s'ils sont d'origine extraterrestre, comme le croient ces chercheurs, bien évidemment, ça nous montre à quel point la vie pullule dans l'univers et comment également elle sait s'adapter. Parce que tu comprendras que si cette vie existe et qu'elle est transportée à travers cette poussière ou à travers des météorites, bien sûr, ces micro-organismes entrent en phase de dormance, entre guillemets, avant de retrouver des conditions qui soient favorables à leur éclosion et leur retour à la vie. Et c'est pas la première fois qu'on trouve de ce genre de micro-organismes. Encore récemment, en 1998, par exemple, je lisais que 2 météorites, l'une retrouvée au Texas et une retrouvée au Maroc, 2 météorites qui étaient âgées de plus de 4 milliards d'années, présentaient également des structures qui laissaient croire en la présence de micro-organismes. Et l'une de ces météorites provenait notamment de la planète Mars. On comprend que sur la planète Mars, il y a eu un impact avec une plus grosse météorite. Ça l'a envoyé dans l'espace des rochers qui, après des siècles, des millénaires, à voyager comme ça dans le cosmos, se sont retrouvés sur Terre. Et sur cette météorite martienne, on avait retrouvé des traces qui pouvaient laisser croire en la présence de ces micro-organismes. Je savais pas qu'on pouvait... tu sais, moi, je suis ça, comment dire, comme un observateur curieux. Oui. Mais je ne savais pas qu'on pouvait ou qu'on avait fait le lien entre une météorite et sa planète d'origine. C'est la première fois que j'entends, moi, qu'on a été capable de dire la météorite qui s'est écrasée sur Terre provenait
d'une planète bien identifiée, dans ce cas-ci de la planète Mars. Oui, parce qu'on connaît, donc, dans le cas de Mars ou de la Lune, on connaît bien la composition du sol parce qu'on a envoyé des sondes sur place. Ouais. On a également une signature, ce que les astrophysiciens appellent la signature isotopique des matériaux. Donc, du fer sur Terre et du fer sur Mars n'aura pas la même signature isotopique. Donc, à partir de la météorite, quand on regarde cette signature isotopique, on sait que cette météorite, par exemple, provenait de Mars. On connaît bien les rochers lunaires, on connaît bien les rochers de Mars, parce qu'on a envoyé des sondes qui ont fait des prélèvements de sol, mais également par... Il y en a encore une, d'ailleurs, qui est active, là. Oui, voilà. Et au moment où on se parle, bien sûr, avec l'avènement des nouvelles technologies appliquées dans le domaine de la recherche en astronomie et en astrophysique, la simple signature lumineuse d'une planète nous permet donc à savoir comment elle réfléchit la lumière de son soleil, nous permet d'avoir une bonne idée de sa composition et à partir de ça, avoir une idée de sa signature isotopique. Donc, quand la météorite en question se retrouve sur Terre, on est en mesure de déterminer, dans certains cas, avec plus ou moins de précision, quelle est la planète d'origine. Très bien. On va s'arrêter parce qu'au retour, je veux que tu nous racontes comment on pourrait vaincre à la fois le cancer et la vieillesse. Et la vieillesse. Ça nous intéresse tous les deux, je pense. Oh boy, certain. Dans un instant. De retour donc avec Christian Page pour nos mythes et complots. Parle-nous donc de cette... c'est quoi? C'est une expérience? C'est une découverte pour vaincre le cancer et la vieillesse? Voilà, c'est une recherche en fait qui a été menée sur une période de 20 ans et qui vient d'être publiée dans le journal Nature. Et je vais essayer de le vulgariser au maximum parce que Nature, c'est très prestigieux. C'est très prestigieux, le magazine Nature. Ouais, voilà. Il s'agit d'une équipe de chercheurs de la Californie, de l'Université de Berkeley, qui ont mené cette enquête pendant 20 ans. En fait, l'enquête portait sur les télomérases. Les télomérases, en fait, c'est une enzyme qui agit sur la télomère. Et la télomère, c'est une gaine. On pourrait comparer ça. Écoute, je vais utiliser l'imagerie qu'a utilisé un des chercheurs. Il a comparé ça un peu à l'embout de plastique qu'on retrouve au bout de nos lacets. Donc, ça l'empêche le bout de plastique empêche le lacet de s'effilocher. Et cette enzyme, la télomérase, elle empêche en fait le cordon, la séquence ADN de se défaire. Et au fur et à mesure où les cellules se reproduisent, cette gaine autour de la chaîne ADN se fatigue, elle s'use et éventuellement, c'est la mort de la cellule. Donc, les chercheurs sur 20 ans ont parfaitement établi ce processus et c'est ce processus qui est associé au vieillissement. Donc, l'enzyme fait moins bien son travail. En fait, pas qu'elle fait moins bien son travail, mais elle s'use au fur et à mesure où la chaîne ADN se reproduit et ça entraîne le vieillissement et éventuellement la mort. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'ils pouvaient, c'est un peu comme un loquet au bout de notre fameux cordon, de notre lacet. Ils ont trouvé le moyen d'ouvrir ce loquet et bien sûr, un peu comme un pirate informatique qui entre dans un système, on peut changer des données et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour constater qu'en faisant ça, non seulement ils renversaient le processus de vieillissement, écoute, j'ai une donnée ici qui va certainement t'étonner. En 2011, ces scientifiques ont mené ce genre de recherche. Ils ont notamment travaillé sur le codage de cette enzyme et ils ont réussi à faire reculer le vieillissement. Écoute, assis-toi bien là, Bernard. Ils ont pris des cellules humaines de gens âgés de plus de 90 ans. Ils ont réussi à les régénérer à un point tel qu'ils ne pouvaient plus trouver de différence entre ces cellules, je te le rappelle, prises sur des gens qui étaient âgés de plus de 90 ans et sur des embryons humains. Ben voyons donc. C'est étourdissant. Donc, à partir d'un... Et là, ça, c'est la vie, c'est peut-être pas la vie éternelle, mais c'est la vie... C'est surprenant. Donc, c'est la vie au-delà de 100 ans voilà. Et beaucoup plus. Et là, ce que l'on sait, c'est qu'une carence dans cette enzyme pourrait bien sûr entraîner un vieillissement prématuré, sinon un vieillissement naturel, mais également, si on réussit à la régénérer, cette enzyme, on pourrait finalement stopper le mécanisme de vieillissement, voire même rajeunir. Et là, ce qui est
d'autant plus intéressant dans cette recherche. Évidemment, on s'imagine déjà au fantasme sur une longueur de vie de 3, 4, 500 ans. Qui n'aimerait pas pouvoir prolonger la vie de cette manière-là? Mais encore faut-il la prolonger en santé. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de cancers qui sont souvent associés avec l'âge. Hein? On voit apparaître, après 50 ans, par exemple, chez l'homme, on voit apparaître souvent, entre guillemets, on voit apparaître de manière plus souvent le cancer de la prostate, le cancer du côlon, des trucs comme ça. Et chez les femmes, le cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Donc, ce sont souvent des maladies qui sont associées avec le vieillissement. Or, cette nouvelle découverte, non seulement permettrait de nous rajeunir, ou à tout le moins de prolonger la vie, mais elle serait également un arrêt, en fait, un contrôle qui serait accru sur l'apparition de maladies dégénératives et en particulier de formes de cancer que l'on rencontre chez des gens âgés de plus de 50 ans. Donc c'est ça, c'est dans le fond l'équation, c'est si on est capable de ralentir la progression du vieillissement ou même de l'inverser, on ralentit ou on inverse par le fait même les probabilités de développer des cancers qui sont souvent associés avec le vieillissement. Écoute, c'est une recherche, j'ai lu les données, c'est assez complexe par bout, c'est publié dans Nature, mais c'est étourdissant et ça fait presque fantasmer. On est pratiquement là, on est ici dans une zone grise entre la science et la science-fiction, parce qu'évidemment, l'une des thématiques de la science-fiction, c'est bien sûr l'idée de sa jouvence. Oui, c'est la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, et quelque part, on a le fantôme de Dorian Gray qui est là. Et effectivement, c'est une découverte qui est tout à fait fantastique, qui repose sur 20 années de recherche, et c'est pas quelque chose de frivole, hein. C'est vraiment une recherche menée par des chercheurs très sérieux et qui nous amène dans des avenues fabuleuses. Christian Page, merci. christianpage.ca si vous voulez connaître les détails de sa prochaine conférence sur les dossiers X, les véritables dossiers X. Merci Christian, vendredi prochain. Merci à Fred Perron qui nous a accompagnés aujourd'hui à la console. Merci à Alexandra Marcoux et Maryse Duchesneau à la recherche. Merci à vous les auditeurs d'être là. Beau week-end, profitez-en, même si la température, je sais pas là. Et Paul Aude s'en vient. À lundi.